Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses d'entrepreneurs, le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent passer à l'action et obtenir des résultats concrets. Je suis Emmanuel, entrepreneur et investisseur. Dans chaque épisode, je partage les coulisses de mes projets, parcs de loisirs, fitness, franchise, immobilier, mais surtout les leçons de mes erreurs et des stratégies pratiques que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour construire ou accélérer ton propre business. Prépare-toi, ça commence maintenant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu ingrat, mais complètement vital, le recrutement. C'est le genre de sujet qui fait rêver personne, surtout quand tu dois recruter 35 personnes en moins de 2 mois pour faire tourner un parc de loisirs complet. Crois-moi, quand tu te retrouves à gérer des dizaines de candidatures, des entretiens à la chaîne, des formations, des contrats, des désistements de dernière minute, tout ça en même temps que la préparation de la saison, tu comprends que le recrutement, c'est un sport à part entière et qu'il faut être très endurant. Dans cet épisode, je vais te partager les coulisses de comment je recrute mes équipes, les galères, les imprévus, mais surtout les leviers que j'ai mis en place pour rendre ce process plus efficace. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler le plus gros challenge de recrutement que j'ai eu à affronter depuis 5 ans. Allez, on attaque avec la première partie. Donc, comment je recrute cette armée de saisonniers. Donc, tous ces saisonniers, ce sont des gens qui sont sous contrat CDD saisonnier que permet notre convention collective. Il faut savoir que sur la saison complète, j'ai environ 10 personnes, puis ça augmente en juin, fin mai, début juin, pour la période estivale. Et on se retrouve finalement avec 35 personnes sur la plus grosse période, juillet-août. 90 de ces saisonniers, ça va être des étudiants, puisque ça va être des gens qui cherchent des jobs d'été sur juin, juillet, août, voilà, quand il y a plus court. Et donc, c'est aussi un challenge un petit peu de trouver des personnes qui peuvent être disponibles sur le début de la saison, déjà en mars, avril, mai, et qui peuvent aussi continuer après l'été, après les vacances scolaires, donc sur les mois de septembre et octobre. En plus des disponibilités limitées, il va falloir trouver des personnes dynamiques, motivées, la plupart du temps sans expérience. Et donc, voilà, tout ça, c'est un petit peu le challenge, trouver la bonne équipe, en moins de 60 jours, puisque en général, je commence le recrutement en janvier et il doit se terminer fin février, puisqu'après, le but, ça va être de lancer la saison et là, à ce moment-là, j'ai plus le temps vraiment de m'occuper du recrutement. Donc il faut que tout cela soit déjà bouclé, on va dire, avant le lancement de la saison. Alors la première année, j'avais jamais fait de recrutement, c'était tout nouveau pour moi, donc je savais pas vraiment comment faire. Je savais pas vraiment sur quelle plateforme, me mettre, voilà, donc j'ai fait un petit peu tout au hasard, tout au pif, on va dire, avec des plateformes comme, Indeed, par exemple, mais j'avoue que c'était pas hyper efficace. Hem, J'avais créé une adresse dédiée au recrutement où je l'avais mis un petit peu sur plein de sites et finalement, c'était un peu le bordel, je dois avouer. Je recevais des mails, avec, des fois des CV, des fois pas de CV, des fois juste des mails, des fois des mineurs, voilà, c'était un peu le bordel et j'essayais de gérer un petit peu tout ça, de le classer et tout, mais je perdais énormément de temps. Hem Et donc, je me suis renseigné pour les années suivantes, s'il y avait pas une plateforme, qui pouvait regrouper tout ça et un peu structurer, le recrutement parce que j'y passais vraiment des dizaines et des dizaines, d'heures et je perdais quand même, vraiment beaucoup de temps et donc, j'ai trouvé pour les là, ça fait 3 ans, que je suis sur une plateforme, qui s'appelle Join. Alors il en existe sûrement plein d'autres, mais en tout cas, c'est une plateforme qui est gratuite pour 2 annonces et après, on paye un petit peu pour, en publier d'autres, mais c'est assez bien fait. Concrètement, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Je vais remplir des champs qui sont prédéfinis pour créer une annonce d'emploi, une offre d'emploi et cette annonce, va être, multidiffusée sur, une quinzaine de sites, gratuitement. Après, on peut payer aussi, je crois que ça peut aller jusqu'à 250 plateformes, d'offres d'emploi, mais il faut, bien sûr payer. Mais déjà, gratuitement, on a accès à 15 plateformes d'emploi sur laquelle l'annonce est diffusée, donc c'est déjà pas mal. Ça permet de ratisser déjà assez large et donc, après, on va définir
Des questions personnalisées, voilà, si le CV est requis, la lettre de motivation et après on peut aussi mettre des questions personnalisées donc ça, c'est pas mal parce que moi je m'en sers principalement pour faire déjà un premier tri. Sur quoi je vais faire mon tri? Alors ça va pas forcément être sur des compétences, ou de l'expérience, ça va plutôt être sur des côtés pratiques. Par là, je veux dire que, le parc est situé dans une zone où il y a des champs. Voilà, c'est un lac avec des champs autour et donc c'est pas desservi par les transports en commun et donc une des questions que je pose aux candidats, c'est: «Est-ce qu'ils ont le permis? Est-ce qu'ils sont véhiculés?» Parce que nous, on va travailler sur des horaires qui sont assez larges. Si la personne, elle doit se faire déposer par ses parents, ou se faire chercher à 23 heures ou à 1 heure du mat et bah, du coup, ça va être assez problématique. Elle va pas être autonome et donc moi, j'ai besoin d'avoir une équipe qui soit autonome et qui peut, avoir des horaires qui s'adaptent aussi parce qu'on s'adapte souvent en fonction, heu, des groupes, de la météo et cetera. Donc ça, c'est primordial pour nous. Deuxième question que je pose, tout le temps, c'est si le candidat est majeur ou mineur. On a beaucoup de candidats mineurs et parfois aussi beaucoup de parents ou de clients, qui nous disent: «Ah oui, mon gamin, il a 16 ans ou 17 ans, il aimerait bien travailler chez vous, cet été, est-ce que c'est possible?» Et ben, pour nous, c'est vraiment trop compliqué, on n'accepte jamais de mineurs. Je vais vous expliquer pourquoi exactement. Donc, à partir de 16 ans, le travail est possible en principe avec l'autorisation du représentant légal, donc ça, il y aurait pas de souci. Ensuite, au niveau des durées maximales de travail et des pauses, donc c'est 8 heures par jour et 35 heures par semaine, à savoir que toutes les heures supplémentaires sont interdites. Donc là, c'est un premier problème puisque, en fonction de l'affluence, on doit pouvoir demander parfois aux équipes de rester un petit peu plus longtemps pour s'occuper des clients. Donc là, premier point négatif par rapport à l'emploi d'un mineur. Deuxième point, le repos quotidien et hebdomadaire. Repos quotidien, donc c'est au moins 12 heures consécutives pour les 16-17 ans, donc c'est 11 heures en temps normal, donc ça, il y a pas de souci, c'est largement respecté. Par contre, les mineurs ont droit à 2 jours consécutifs par semaine, dimanche inclus. Et donc là, tu t'imagines bien que nous, qui sommes une activité de loisir, bah, on travaille principalement les week-ends, dont les dimanches et les jours fériés et on arrive rarement à attribuer 2 jours de repos consécutifs à l'ensemble de l'équipe. Donc là, deuxième point négatif, et très complexe à mettre en place pour, du coup, pouvoir accueillir des mineurs. Et pour les jours fériés, donc c'est interdiction d'employer des jeunes les jours de fête reconnus par la loi. Donc là, pareil, jour férié, bah, pour nous, c'est pas possible de ne pas avoir quelqu'un de l'équipe. Troisième question que je pose, généralement: avez-vous le diplôme correspondant au poste auquel vous postulez? Il faut savoir qu'il y a certains postes où je peux former les gens, comme pour l'acrobranche, par exemple, je peux former les candidats sur place, mais en revanche, il y a des postes pour lesquels les candidats doivent être diplômés. Par exemple, les surveillants de baignade qui doivent avoir leur diplôme. Enfin, quatrième question que je pose en général, c'est à partir de quand les gens sont disponibles? Parce que pour un certain poste, bah, forcément, je vais recruter plusieurs personnes en fonction des disponibilités de chacun et donc c'est intéressant de savoir à quel moment les candidats sont disponibles pour démarrer. Voilà, donc ça, c'est les questions qu'on peut poser et ce qui est bien avec ces questions, c'est que on peut les rendre éliminatoires. C'est-à-dire que si une réponse ne correspond pas à ce qu'on attend, le candidat est automatiquement éliminé. Il reçoit un mail automatique qu'on peut configurer en amont et on va recevoir dans notre tableau de bord uniquement les profils qui correspondent à ce qu'on recherche vraiment. Et ça, je peux te dire que c'est un gain de temps énorme, puisque sur des centaines de candidatures et ben, du coup, je vais en avoir que une cinquantaine qui sont déjà préqualifiés et ça fait vraiment gagner un temps de fou. Une fois que ça c'est fait, les personnes qui sont préqualifiées, du coup, je vais analyser leur CV, leur lettre de motivation, les raisons de leur candidature et je vais les appeler. Je vais les appeler pour fixer un rendez-vous visio de 30 minutes et du coup, comment je m'organise? Bah, tout simplement, je vais définir certaines journées où je vais faire que ça. Une visio de 30 minutes, une pause de 30 minutes, une visio de 30 minutes et ainsi de suite. Du coup, je cale, plein de visios pendant cette journée-là et au moins j'enquille tout dans la même journée. Au début, j'envoyais des mails pour dire: «Bonjour,
ton profil a été retenu, on te fixe un rendez-vous ce jour-là à telle heure. Mais en fait, le truc, c'est que c'est principalement des étudiants et les étudiants en cours, donc du coup, ça décale le rendez-vous par mail interposé. Bref, c'est la misère. Le plus simple, c'est vraiment d'appeler la personne. On se parle au téléphone. Déjà, ça me permet d'avoir un petit peu un premier ressenti. On fixe un rendez-vous, comme ça, on cale nos agendas et comme ça va beaucoup plus vite. Donc la première étape, c'est les rendez-vous visio. Donc là, j'ai préparé des templates pour chaque type de poste avec une structure qui est globalement la même, mais ensuite j'ai adapté en fonction de ce que j'ai envie de savoir et de ce que j'ai envie de tester chez le candidat. De toute façon, les jeunes, bah, ils ont pas forcément d'expérience. Entre 18 et 20 ans, voire un petit peu plus, ils ont jamais travaillé pour la plupart. Ils ont eu peut-être un ou 2 jobs d'été et encore certains n'ont pas du tout travaillé. Donc moi, mon but, ça va être de les challenger sur d'autres sujets, forcément. Donc moi, en gros, je procède toujours de la même façon. Je leur demande de se présenter, donc là, en général, c'est assez rapide. Ensuite, je leur demande ce qu'ils ont compris du poste. Là, déjà, ça me permet de voir leur intérêt par rapport au poste et d'analyser leur capacité à intégrer les choses et à reformuler. Si la personne me dit: «Ah oui, bon, je sais pas trop», bah, forcément, elle est pas super motivée, quoi. Une fois que ça c'est fait, bah, je reformule, je leur explique un petit peu mieux s'il y a des choses manquantes, vraiment en quoi consiste le poste. De toute façon, je repasse sur tous les sujets et ensuite, je vais faire des mises en situation avec des cas concrets. Donc même s'ils connaissent pas le métier, le but c'est pas de les juger, il y a pas forcément de mauvaises réponses, mais je vais les mettre dans une situation qu'ils pourraient rencontrer au parc, que ce soit à l'accueil ou sur le travail, d'un opérateur ou d'un surveillant de baignade, par exemple. Et en faisant ça, ça va tout simplement me montrer leur capacité à réfléchir sous pression, à garder leur sang-froid et voir un petit peu comment se passe, la réflexion, dans leur tête. Le but de tout ça, c'est aussi, bah, de les faire parler le plus possible, de voir un petit peu le feeling qu'on peut avoir avec, la personne, si elle est dynamique, si elle est souriante, si elle s'exprime bien et ensuite, je vais bien valider avec eux leur disponibilité, le rythme de travail qui est attendu, puisque, bah, finalement, c'est dans un cadre qui est sympa, mais c'est pas des jobs pépères, c'est souvent des jobs, qu'on fait dans le rush. On accueille des centaines de clients par jour, il faut s'occuper de tout le monde rapidement. Les activités sont timées sur la journée, donc faut pas prendre de retard et tout ça en garantissant toujours le maximum de sécurité pour tout le monde. Donc il y a quand même une certaine charge mentale à pouvoir supporter et donc une fois que tout est clair, ensuite, bah, je vais simplement sélectionner les profils qui sortent du lot et je vais leur proposer une rencontre en physique au parc. Voilà, donc pour l'instant, on a vu le tri et la préqualification des candidats. On a vu le premier entretien en visio qui permet de faire une sélection. Et maintenant, pour l'entretien physique, en fait, alors il faut savoir que je suis quasiment sûr à 95 de sélectionner définitivement les personnes que je fais venir au parc. Parce que j'ai déjà fait donc du coup ce premier entretien en visio et j'ai pas non plus envie de faire venir au parc un nombre incalculable de candidats parce que c'est aussi chronophage. Donc en général, je suis quasiment sûr que les gens que je fais venir, je vais, les embaucher si ça se passe bien. Le but de cet, entretien, alors c'est pas vraiment un entretien dans un bureau, c'est plutôt je vais accueillir la personne, je vais lui faire visiter, le parc, donc c'est quand même assez grand. On va faire à peu près entre 1 et 2 kilomètres, de marche ensemble et pendant cette visite, je vais lui présenter toutes les activités, lui montrer l'accueil ou les points de vente, lui montrer son poste de travail et tout ça, ça va aussi se faire avec mon futur N+1 puisque j'en ai pas encore parlé, mais du coup, au niveau de la structuration, j'ai plusieurs chefs d'équipe qui gèrent en direct leurs propres équipes et donc je vais aussi laisser le futur chef d'équipe, s'il est recruté, parce que ça peut aussi être un saisonnier, avec, le candidat, ben, pour qu'il puisse discuter avec lui, voir aussi le feeling qu'il peut avoir avec, la personne et ensuite, alors uniquement pour l'acrobranche, on va faire une mise en situation et ça, je vais y venir juste après. Voilà, donc une fois que tout ça c'est fait et ben, je vais nous laisser un petit temps de réflexion et puis, bah, je vais annoncer à la personne si elle est retenue ou non et avec le logiciel, je vais refuser les autres candidats que j'avais vus et donc ce refus va aussi envoyer un mail en automatique aux candidats pour les informer qu'ils ne sont pas retenus. Une fois que ça c'est fait, je vais avoir besoin des informations et des documents du candidat que j'ai recruté et que j'ai sélectionné
Et pour ce faire, j'ai préparé un mail template, donc un modèle que j'envoie au candidat et qui lui demande de me donner les informations et les documents dont j'ai besoin pour faire son contrat. La partie suivante, avec la contractualisation, la gestion RH, j'en parlerai dans l'épisode 3. Et d'ailleurs, vous verrez que j'aborderai pas mal d'anecdotes qui vous feront bien marrer. Mais pour continuer cet épisode, je vais vous parler des challenges et des problématiques que je rencontre dans la sélection et le recrutement sur les différents types de profils et des activités. On va commencer par l'acrobranche, qui est l'une des activités phares du parc. Donc l'acrobranche, c'est vraiment un casse-tête chaque année. Pour faire tourner cette activité, j'ai besoin au minimum de 5 opérateurs formés. Et en juillet-août, puisqu'on ouvre tous les jours, on travaille 7 sur 7, de 10 heures à 20 heures, j'ai besoin d'une équipe de 10 personnes pour pouvoir faire les roulements. Sur ces 10 personnes, 3 4 personnes reviennent d'une année à l'autre, le but étant de les fidéliser, mais je dois former chaque année 5, 6, voire 7 personnes pour avoir le diplôme pour cette activité. Pour obtenir ce diplôme, donc c'est un CQP OPAH pour opérateur de parcours acrobatique en hauteur. Et donc, il y a une formation de 3 jours, puis on va dire un certain nombre d'heures à effectuer qui est compris dans leur contrat de travail, donc saisonnier. Et la plupart du temps, j'organise cette formation avec un organisme spécialisé fin mars, début avril, juste avant l'ouverture du parc. Pour pouvoir inscrire les stagiaires à cette formation, il faut bien évidemment que j'ai bouclé le recrutement bien avant. Pour les personnes qui postulent à l'acrobranche, j'en parlais juste avant, au niveau du deuxième entretien, on va leur faire un parcours en hauteur. Donc on va leur faire faire un parcours d'une difficulté moyenne, on va dire, qui va durer entre 30 et 40 minutes. Et ça va nous permettre, de voir comment ils se comportent, s'ils ont le vertige, s'ils sont aussi sportifs qu'ils l'ont, indiqué pendant leur, entretien en visio, comment ils se débrouillent, s'ils sont peureux finalement, s'ils n'arrivent pas à avancer, s'ils mettent, 3 heures à faire un parcours d'une demi heure, ça va pas le faire. Voilà, donc tout ça, ça va nous permettre de voir s'ils sont en fait à l'aise pour au moins, travailler en hauteur. Et du coup, ils vont pouvoir être à l'aise aussi, au niveau de la formation pour pouvoir porter assistance aux personnes, puisque le but, ça va être finalement d'assister les personnes en hauteur et de les évacuer aussi. Donc il faut pouvoir être soi-même à l'aise pour pouvoir effectuer ce métier. En quoi est-ce que le métier d'opérateur accrobranche consiste? Ça va être l'accueil du client, l'équipement du client, donc avec les baudriers, les différents EPI, casques et cetera. Ça va être le briefing de sécurité, donc l'initiation, on va dire. Ensuite, les opérateurs vont effectuer de la surveillance au sol, sous les différents parcours pour aider par la voix les clients qui sont en hauteur, les rassurer, les motiver à passer un obstacle, leur donner des tips pour pouvoir avancer. Si ça va pas, on va pouvoir les assister en hauteur. Donc les opérateurs vont monter dans les arbres, vont dépasser, les clients pour atteindre le client en difficulté, va pouvoir l'aider à passer un obstacle, par exemple. Et en dernier recours, si la personne est à bout de force, si elle fait un malaise, voilà, ça peut arriver, quand il fait, canicule, 35 40 degrés, les gens ne s'hydratent pas forcément, ils font des malaises dans les arbres, et à ce moment-là, il faut les évacuer sur corde et ça, c'est aussi une des missions importantes de l'opérateur. Voilà, donc pour cette activité, autant c'est facile de recruter quelqu'un de sportif, de souriant, de dynamique, de le former pendant 3 jours sur la théorie, un peu de pratique, ensuite de le suivre en formation sur toute la saison pour qu'il soit diplômé. Autant pour les autres activités et notamment pour l'aquapark ou le téléski nautique, là, c'est vraiment un autre combat. On va commencer par l'aquapark. Donc l'aquapark, ce sont des structures gonflables sur l'eau. C'est une activité qu'on met en place uniquement pour juillet-août parce qu'elle fonctionne quand il fait très chaud. Elle nécessite une équipe de 3 surveillants de baignade qui sont diplômés du BNSSA. Donc le BNSSA, pour ceux qui ne savent pas, c'est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Ce diplôme, c'est pas comme pour l'acrobranche, c'est un diplôme qu'il faut que la personne ait avant de postuler. Parce qu'on va pas pouvoir la former, il faut que le candidat, soit nageur depuis longtemps. Le BNSSA, c'est un diplôme qui est difficile à avoir, donc c'est une personne qu'on va devoir recruter qui a déjà son diplôme. Et la difficulté, c'est qu'il y a moins de diplômés que de postes à pourvoir. Il faut savoir que ce sont des profils qui sont très difficiles à avoir. Il y a même des piscines municipales dans certaines communes qui ferment l'été parce qu'elles n'arrivent pas à trouver
des surveillants de baignade. Donc c'est vraiment des personnes qu'il faut recruter, très en amont parce que souvent, bah, elles veulent faire des saisons, dans des clubs de vacances, là où il fait chaud et ce sont aussi du coup des postes qui sont mieux rémunérés qu'un opérateur accrobranche. Chaque année, c'est un peu galère. Il y a des candidats qui viennent d'obtenir leur BNSSA. Alors parfois, ça peut être une option, mais en général, je préfère quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Parce qu'un BNSSA qui vient d'avoir son diplôme, eh ben, il connaît pas encore le métier. J'aime bien les profils de candidats qui ont déjà fait un peu de surveillance en piscine, parce que c'est un boulot qui est un petit peu moins demandant au niveau de la charge mentale. Là, sur un aquapark, on va accueillir énormément de clients. Il y a des angles morts puisqu'il y a des obstacles. C'est une structure où il y a des toboggans, des virages, des obstacles qui mesurent, plusieurs, mètres de haut et du coup, on voit pas tout forcément de plein pied comme sur une piscine et donc il faut être beaucoup plus vigilant sur ce type de structure. Un aquapark, c'est une structure qui est faite dans un matériau qui, quand il est mouillé, est très glissant et c'est ce qui fait que c'est ludique justement et du coup, bah, les clients vont quand même tomber régulièrement et il faut être très vigilant par rapport à ça puisque les clients peuvent se faire mal. L'enjeu pour moi, c'est donc la fidélisation. Leur donner aussi envie de revenir chaque année parce qu'un bon surveillant, c'est un garant de la sécurité et de la sérénité pour toute la saison. Et vu la nature accidentogène de l'activité, eh ben, je ne peux pas me permettre de me tromper. Il faut des gens responsables, des gens concentrés et réactifs. On enchaîne avec le téléski nautique. Donc là, ça va être la perle rare. Pourquoi? Parce que en 2022, quand on a démarré cette activité, on était, bah, les seuls dans le département. À savoir qu'avant, il y avait aucun téléski nautique full size 5 poulies dans la région. Donc, pas d'activité dans la région veut dire pas de diplômés dans la région. La première année, on avait 3 personnes diplômées, une personne qui avait fait des saisons ailleurs et qui voulait revenir, dans cette ville et 2 autres personnes qu'on a dû faire venir. Alors là, c'était assez compliqué puisque, en général, les saisonniers demandent à être hébergés gratuitement et pour le coup, bah, nous, on n'a pas ce type d'installation. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un deal avec, l'hôtel du coin, qui nous a filé, 2 chambres dans lesquelles on a mis les saisonniers. Mais bon, c'était pas optimal et pour faire revenir ces 2 personnes l'année suivante, bah, je me suis dit: «Bon, je vais les mettre un petit peu mieux qu'avant». Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un appartement meublé à louer dans le village d'à côté. Alors déjà, ça a été une grande galère pour trouver, cet appartement. Il fallait trouver un propriétaire qui était OK de louer son appartement meublé pendant seulement quelques mois. Donc il n'y en avait pas, à tous les coins de rue et finalement, bah, j'ai loué cet appartement donc avec l'entreprise pour loger les saisonniers. Donc ça a permis d'avoir, ces personnes diplômées qui venaient d'autres régions sur cette activité. Par contre, ben, l'autre problématique, c'est qu'à la sortie, bah, l'appartement n'a pas été rendu dans un état, très correct et donc du coup, bah, la caution a sauté et forcément, bah, c'est l'entreprise qui a dû payer pour les saisonniers. Donc autre gros point négatif, le fait de louer un appartement, bah, c'est pas forcément, la meilleure solution. Finalement, pour cette activité-là, j'ai tout simplement dû changer d'approche. Je me suis séparé des diplômés qui venaient d'autres régions. J'ai réorganisé l'activité, alors certes en proposant un petit peu moins de créneaux d'ouverture aux clients, mais en faisant ça, bah, j'ai pu aussi réduire la masse salariale puisque du coup, j'ai embauché moins de personnes, moins de personnel sur cette activité et ça me permettait aussi d'être plus rentable finalement sur cette activité-là, puisque finalement les clients étaient regroupés sur des créneaux un peu plus serrés. Néanmoins, il fallait que je trouve, une autre personne tout de même pour que l'autre opérateur puisse travailler en binôme et du coup, j'ai repéré un client habituel qui venait souvent et qui était plutôt, pas mauvais. Cette personne-là, finalement, souhaitait, se reconvertir et donc je lui ai payé, sa formation sans diplôme. Donc ça, c'était, cette année et donc, bah, cette personne a pu travailler en binôme cette saison avec, l'opérateur principal, qui est également chef d'équipe sur cette activité. Donc maintenant, ça va me permettre d'avoir 2 personnes en local qui sont diplômées et qui peuvent faire tourner l'activité en autonomie. Donc voilà, sur des activités comme ça, comme le téléski nautique ou l'aquapark, où il y a forcément une offre qui est moins importante que sur les autres postes, et ben, il faut tout simplement fidéliser au maximum les employés pour qu'ils reviennent d'année en année. Même s'ils sont saisonniers, ben voilà, c'est
un noyau qu'il faut garder le plus longtemps possible. Côté restauration, alors là, j'ai pas mal de choses à vous dire. C'est vraiment un gros sujet et d'ailleurs, en dehors du recrutement, je ferai peut-être un épisode entier là-dessus, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et ça évolue très rapidement. Au début, je cherchais des personnes qualifiées, mais finalement, c'est assez complexe de trouver des gens qualifiés en restauration juste pour quelques mois et cette problématique liée à d'autres problèmes opérationnels m'ont fait changer de stratégie. Les 3 premières années, je gérais seul la partie restauration. Il faut savoir que c'est vraiment un sujet à part entière et moi, du coup, j'y connaissais rien et c'était vraiment galère de gérer l'opérationnel du parc, plus la gestion, plus la restauration et comme cette partie restauration me prenait énormément de temps et qu'il fallait que je trouve du temps pour développer le reste, bah, j'ai tout simplement choisi de déléguer cette partie. Un ami m'a proposé les services d'une personne dont la restauration est le métier depuis plus de 20 ans et qui propose justement des prestations aux entreprises et donc j'ai fait le choix, de déléguer la partie restauration à cette personne. Ce prestataire m'apporte un suivi et une gestion des process HACCP, donc tout ce qui concerne l'hygiène. Elle réalise la négociation avec les différents fournisseurs en fonction de la carte qu'on veut proposer, le calcul des ratios, la structuration des postes de travail de l'équipe et elle est donc autonome sur le recrutement de son équipe. Depuis 2 ans, cette organisation m'a fait gagner un temps de malade. Et rien que pour le recrutement, parce que du coup, bah, moi, je crée sur la plateforme Join les annonces d'emploi pour le manager saisonnier ainsi que pour les employés polyvalents et donc lui, il s'occupe de la sélection des profils, des entretiens et finalement, il me donne simplement les informations dont il a besoin pour les personnes qu'il a sélectionnées et moi, bah, derrière, je rédige le contrat. Alors maintenant, je vais vous parler des problématiques du recrutement en restauration parce que oui, là, c'est un vrai problème. Comment trouver un manager de restauration saisonnier? Parce que ce prestataire, finalement, il va me gérer la structuration de l'équipe, mais derrière, il faut quelqu'un qui soit sur place tous les jours, un vrai manager qui gère son équipe sur le terrain, qui gère, l'inventaire, qui gère les commandes fournisseurs et cetera et trouver un manager pour 7 mois et ben, c'est vraiment compliqué. Je vais vous donner un petit peu les profils des managers des 5 dernières années et vous allez voir et on peut vraiment trouver de tout n'importe quoi. Première année, donc là, on était encore assez petit et on avait trouvé, finalement un cuisinier, qui avait vraiment une vraie expérience en cuisine, mais là, pour le coup, en termes de gestion d'équipe, c'était pas trop ça. Deuxième année, on a pris quelqu'un, qui avait l'air d'avoir un bon parcours, déjà une bonne expérience en restauration. Et bah, on s'est rendu compte en saison que ce mec, comment dire? Devenait pote avec son équipe. Donc, il teasait, il fumait des clopes, toute la journée avec son équipe. Bah, finalement, il s'est fait marcher dessus par son équipe. Il était plus maître de rien à la fin et puis, bah, au bout d'un moment, on a clairement compris qu'il était alcoolique. Voilà, quand tu arrives au boulot et que tu pues déjà l'alcool, c'est qu'il y a un problème. Troisième année, bah, là, on a galéré, finalement, on a fini par recruter le mari d'une copine, bref, ce gars avait un bar en station de ski et donc le gars arrive, grand seigneur, grand charisme, «Moi, j'ai fait ça, 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 je vais tout révolutionner, vous allez voir, ça va filer droit». Alors le gars, gros hyperactif, complètement désorganisé, alors qu'on a un logiciel de gestion des plannings, le gars envoyait des SMS à son équipe le soir en disant, «Ah bah, toi demain tu viens, tu commences à 8:00, toi demain tu fais 11:00-23:00». Enfin, je donne des exemples, mais grosso modo, la gestion c'était ça. Et puis le mec, en saison, il faisait venir ses potes, sur la terrasse du resto, il rinçait tout le monde avec, les bouteilles, les gars fumaient des gros cigares et tout sur la plage, enfin, c'était, un petit peu n'importe quoi et c'est marrant parce que ce mec qui était vraiment sûr de lui, à fond tout le temps et cetera, bah, ce mec, il nous a claqué dans les doigts, à la fin du mois de juillet donc vraiment le pire moment possible. Donc démission, fin juillet alors qu'il restait, voilà, c'était une saison de malade et donc bah, c'est Bibi, comme d'habitude, qui a repris les rênes de la restauration avec, la commande, les commandes fournisseurs, la gestion du staff, et cetera et à la fin de l'année, on s'est rendu compte que ce mec était parti avec, 10 000 balles, de la caisse, voilà. Quatrième année, donc cette année-là, c'est la première année où j'ai travaillé avec le prestataire en restauration et il a recruté un manager, qu'il connaissait, mais qui n'avait aucune expérience en restauration et finalement, en fait, bah, là, tout s'est très bien passé.
Cette personne avait une solide expérience en gestion d'équipe et le fait qu'elle ne connaisse rien en restauration, elle a tout simplement suivi les process à la lettre, qu'avait, créé, ce prestataire en restauration et donc tout s'est bien déroulé. Et pour terminer, la saison qui vient de s'écouler, on a fait le choix de recruter une personne qui avait une solide expérience en restauration et notamment dans le loisir et là, c'était vraiment catastrophique et ça, on le voit finalement au fur et à mesure et avec, les expériences. Mais cette personne qui avait une grosse expérience en restauration de loisirs, elle a tout simplement fait un copier-coller de ce qu'elle faisait avant chez nous. Et ça, c'est pas nos process. Nous, on a mis en place des process au fur et à mesure qui fonctionnent avec notre parc, avec notre structure. Mais cette personne, bah, elle s'est dit: «Moi, ce que je faisais avant, bah, ça marchait bien, là où j'étais avant, donc je vais faire pareil». Et donc là, elle a pris l'initiative en toute autonomie et sans consulter personne de copier-coller les process d'avant chez nous et forcément, ça ne s'est pas très bien passé. Au final, cette personne n'est pas restée non plus jusqu'à la fin de la saison. Elle est partie en plein mois d'août, et on a dû mettre quelqu'un d'autre, à son poste pour terminer la saison. Voilà et deuxième profil qu'on recrute pour la restauration, ce sont les employés polyvalents. Donc là, l'équipe est formée en interne avec des process simples pour être autonome rapidement. Le but, c'est qu'on puisse embaucher quelqu'un, un jeune qui n'a jamais fait de restauration, qu'on puisse le former et qu'il soit en une voire 2 semaines grand maximum autonome sur tous les postes. Voilà, c'est pas des postes très compliqués. On a le service, le bar, les tartes flambées, les glaces, les boissons, les crêpes, les gaufres, les frites et cetera. Donc il y a rien de compliqué. En quelques jours, une personne qu'on recrute doit pouvoir être autonome rapidement sur tous ces postes-là. C'est pas ce qu'on a toujours eu. Au début, on recrutait des profils plutôt expérimentés parce qu'on avait des produits qui demandaient plus de préparation. Mais on s'est rendu compte rapidement que les difficultés du recrutement font qu'on a dû s'adapter, simplifier les postes de travail, simplifier les recettes, simplifier les produits qu'on vend pour pouvoir avoir plus de choix dans le recrutement et trouver plus facilement des personnes qui correspondent, pour notre équipe. J'en ai fini pour la partie restauration. On va terminer par la partie accueil, point de vente. Donc ça, c'est le poste le plus sous-estimé parce qu'il ne nécessite pas, réellement de diplôme. Par contre, c'est le plus stratégique pour le parc. Pourquoi? Parce que les agents d'accueil sont la vitrine du parc. Ce sont les personnes qui vont être en première ligne et en lien direct avec les clients du parc quand ils arrivent. Du coup, le poste est plutôt compliqué puisqu'ils doivent connaître toutes les activités, toutes les horaires de toutes les activités du parc, tous les tarifs, toutes les consignes. Et surtout, ils doivent pouvoir s'adapter à tous les publics, adapter les propositions qu'ils font en fonction des gens qu'ils ont en face d'eux. Les familles, s'il y a des ados, des enfants, quels âges ils ont, quelle taille ils font, s'il y en a qui viennent en groupe, de combien de personnes sont constitués les groupes, comment les groupes veulent se répartir sur les différentes activités. Voilà, il y a vraiment tout un écosystème à connaître. Et en plus de ça, le personnel d'accueil doit à la fois gérer des personnes qui ont réservé en ligne avant, et qui viennent du coup le jour faire l'activité réservée ou alors des personnes qui sont de passage, qui n'ont pas réservé et là, il va falloir aussi un petit peu plus les guider, les encaisser et cetera et le personnel d'accueil va aussi équiper les clients, leur donner du matériel pour certaines activités, réaliser des briefings pour d'autres activités. Il y a vraiment une connaissance assez large de l'ensemble des activités du parc et beaucoup de choses à assimiler dans un délai très court pour pouvoir être autonome rapidement. Voilà, donc tout ça, ça va être, des personnes qu'on recrute en interne, pour lesquelles on va faire un contrat saisonnier, que ce soit à temps partiel ou à temps complet. Alors, bien souvent à temps complet, surtout pour la période estivale, mais on va aussi les embaucher à temps partiel pour les périodes de plus faible affluence, en début de saison et en fin de saison. Et pour garder un petit peu de flexibilité, notamment par rapport à la météo, on va recourir à des intérimaires qu'on va employer sur des postes qui ne nécessitent pas réellement de connaissances. Par exemple, le poste des pédalos, ça consiste en quoi? Tout simplement à donner un gilet de sauvetage aux personnes, aux clients, à les faire monter sur le pédalo et à leur donner quelques consignes de navigation. Quand elles reviennent, à les aider à remonter sur le ponton, à récupérer leur matériel et à le ranger. En deuxième exemple, on va avoir, les postes en restauration
pour les soirées qu'on organise. Donc, c'est des soirées à thème, des soirées musicales, des soirées dansantes, et cetera. Et pour ces soirées-là, on emploie des intérimaires qui vont venir aider l'équipe en place. Voilà, ça peut être, des choses toutes bêtes comme, tirer des bières, passer sur les tables pour ramasser les gobelets, pour nettoyer les tables. Voilà, c'est des petites choses que tout le monde peut faire et qui, encore une fois, ne nécessitent aucune, formation préalable. Voilà, donc là, on vient de voir une grosse partie sur le recrutement, comment j'organise mes entretiens, pour quel type de poste je dois effectuer ce recrutement, quelles sont mes problématiques. Et donc, je vais te présenter les 5 leviers qui, selon moi, sont indispensables pour un recrutement efficace. Alors, premier levier, ça va être l'automatisation. Et j'irai même plus loin, ça va être le tunnel de recrutement. Il y a des plateformes qu'on appelle ATS pour Applicant Tracking Systems qui permettent de couvrir tout le tunnel de recrutement. Ça va passer par la publication de l'annonce à travers une diffusion multicanaux, donc là sur des job boards, sur des réseaux sociaux, sur des sites carrières. Ensuite, ça va passer par le tri et le traitement des candidatures, donc avec des filtres, du scoring, de l'automatisation. En général, il y a aussi des fonctionnalités de prise de rendez-vous, gestion des entretiens avec des agendas intégrés, des visioconférences, la synchronisation. Voilà, donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont aussi dispo sur la plateforme que j'utilise, mais que moi, personnellement, je n'utilise pas, je ne m'en sers pas. Ensuite, on va avoir des fonctionnalités de communication avec les candidats, de la messagerie intégrée, par exemple, des réponses automatiques, des notifications, un suivi. On va également avoir des fonctionnalités collaboratives avec l'implication des managers, par exemple, avec des différents accès, des workflows, des commentaires, etc. Et on va avoir du reporting avec, différents indicateurs, pour statuer sur le recrutement. Voilà, donc si tu fais du recrutement régulièrement, je te conseille d'avoir un ATS. C'est hyper pratique, c'est un gain de temps énorme par rapport aux méthodes qu'on utilisait avant et finalement, on peut se dire: «Bon, moi, j'ai pas besoin d'un ATS, c'est un nom qui fait un petit peu peur, peut-être que ça coûte cher». Eh bien, figure-toi que il y a des solutions qui sont gratuites, dans la limite d'un certain nombre d'annonces actives, simultanément, par exemple. Après, on paye, par exemple, à l'annonce supplémentaire et voilà, moi, ça me coûte quelques centaines d'euros par an pour recruter 35 personnes sur la saison chaque année. C'est un vrai gain de temps et un outil vraiment indispensable. Deuxième levier pour un recrutement rapide et efficace, c'est de créer un parcours clair et rapide. Si le processus de recrutement est lent, avec un nombre interminable d'entretiens, si c'est flou ou trop administratif, non seulement tu perds du temps, mais en plus, tu risques de perdre des candidats au fur et à mesure. Dans mon cas, j'ai mis en place un parcours en 3 temps, simple et efficace. D'abord, premier appel pour caler la visio. Ensuite, la visio courte de 30 minutes pour valider la motivation, la disponibilité et les bases du profil. Et en 3, une rencontre au parc en situation réelle pour voir la personnalité, le contact humain et le comportement sur le terrain. Non seulement pour moi, c'est rapide, mais pour le candidat, c'est rapide aussi et il sait exactement à quoi s'attendre. Et je pense que c'est important d'avoir un process simple et de qualité parce que derrière, ça reflète aussi un petit peu la marque employeur. Troisième levier, selon moi, c'est vendre une expérience et pas un job. Quand je rédige une offre d'emploi, je fais pas une fiche de poste. Alors certes, je mets les différentes missions, mais je fais surtout une publicité. Les annonces, je les écris un petit peu comme des mini campagnes marketing. Par exemple, viens vivre ton plus bel été au bord du lac, travaille en équipe, en plein air, dans un cadre unique, profite d'un job qui te fera kiffer l'été. Parce que les jeunes qui viennent bosser chez moi, ils viennent pas pour le salaire. Alors certes, quand tu es étudiant, bah, tu as le SMIC, tu es content, mais les personnes qui ont un peu plus d'expérience, ils ont peut-être un salaire un petit peu plus intéressant, mais ils viennent pas pour la thune. Ils viennent pour, le cadre de vie, le cadre de travail, ils viennent pour les relations humaines, ils viennent pour apprendre des choses, se sentir utile et valorisé. Et ça, je le remarque surtout avec les jeunes qui sont nés après les années 2000. Ce qui compte finalement, bah, c'est le cadre, c'est le sens de leur travail, c'est le bien-être aussi qu'ils vont éprouver au travail. Donc si tu parles que de mission et d'horaire, bah, tu passes à côté finalement de quelque chose qui les motive vraiment. Moi, ce que je leur vends, c'est une saison humainement riche. Oui, ils vont beaucoup travailler, oui, ça va être le rush,
Oui, les journées vont être longues, mais ils vont faire partie d'une équipe soudée, un peu une famille. Et ils participent à la réussite d'un lieu qui fait rêver les gens. Ils repartent fiers d'avoir contribué à ça. Et en fait, ça change tout. Et je le vois bien, ces personnes, une fois recrutées, elles s'impliquent beaucoup plus parce que finalement, elles ont choisi le parc par conviction et non par défaut. Et pour ton entreprise, vendre une expérience, ça te permet aussi de te démarquer parce que tu vas être perçu comme un employeur humain, moderne, qui comprend sa génération. Et quand un candidat, il va lire ton annonce, il va se dire: «OK, là, je vais vivre quelque chose d'unique». Et finalement, sur le terrain, bah, ces employés-là, quand ça va être difficile, bah, c'est ceux qui vont être le plus performants et c'est ceux qui deviennent les meilleurs ambassadeurs. Quatrième levier, former et fidéliser les employés. Ça peut paraître logique, mais parfois on peut se dire: «Ah, former, bon, c'est un investissement, j'ai pas envie de le faire». Voilà, il y a ple on peut trouver plein d'excuses à ne pas former quelqu'un et du coup, on va aussi pas le fidéliser et derrière, la productivité sur l'entreprise peut en être diminuée. J'ai compris assez rapidement qu'en formant et en fidélisant mes meilleurs éléments, bah, je gagnais du temps, de la stabilité et surtout de la sérénité pour les années suivantes. C'est vrai dans tous les business et d'autant plus effectivement dans les business saisonniers. Je vais te donner 2 exemples concrets. Par exemple, pour le téléski nautique, tu connais maintenant mes problématiques. J'ai donc investi dans la formation d'un client local. Demain, cette personne, c'est un opérateur compétent, c'est un opérateur fidèle, autonome et qui revient chaque année. Deuxième exemple, pour l'acrobranche, j'ai un noyau dur de saisonniers réguliers et c'est important d'en avoir un. Ces gens-là, ils connaissent le parc, ils connaissent les règles de sécurité, la manière dont on fonctionne, les réflexes à avoir. Du coup, lors d'une nouvelle saison, on démarre plus vite et de manière plus fluide. Donc former, oui, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui rapporte l'année suivante. Parce qu'un salarié fidèle, il est opérationnel dès le jour 1, il forme naturellement les nouveaux et il incarne aussi la culture de ton entreprise. Et ces gens deviennent des piliers de ton équipe, ils stabilisent les nouveaux, ils créent de la cohésion et finalement, bah, ils vont te faire gagner des semaines de formation à toi, que tu auras pas eu à faire parce qu'ils vont s'en occuper et du coup, ils vont te faire gagner vraiment beaucoup de temps de productivité. Et si tu as une entreprise, plus pérenne qu'un business saisonnier et bien, plus tu fidélises, finalement, plus les employés, ils vont rester sur le long terme et plus ils restent et ben, moins tu as à faire de recrutement. Cinquième levier, la flexibilité. Dans un parc de loisirs comme le mien, bah, la flexibilité, c'est une question de survie. Quand il fait beau, j'ai besoin de plus de monde. Quand il pleut plusieurs jours ou semaines d'affilée, bah, je peux pas garder tout le monde sur le planning, sinon ma masse salariale exploserait. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place un système à 2 vitesses, une équipe cœur fixe et stable et bien formée et un «réservoir de renfort» entre guillemets, avec des intérimaires ou des extras que je peux activer ponctuellement ou réduire selon la demande. Et ça me permet de rester rentable, réactif et surtout serein. Alors, bah, je vais faire une petite aparté parce que la sérénité, quand tu gères une équipe comme ça de 35 personnes, de jeunes, elle est pas forcément présente tout le temps. Parce qu'avec les saisonniers, tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre. Et ça, on en parlera dans l'épisode 3. Mais la flexibilité, c'est pas réservé qu'aux entreprises saisonnières. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir en tant que chef d'entreprise. La question reste la même: comment je rends mon équipe adaptable sans perdre en efficacité? Je vais te citer quelques exemples concrets qu'on peut appliquer à n'importe quelle entreprise. De un, il faut varier les formats des collaborations. On peut combiner CDI, CDD, temps plein, temps partiel, freelance, stagiaire, alternant, intérimaire. Bref, tu peux gagner en souplesse sur les coûts et tu peux ajuster ton équipe selon les projets. En deux, tu peux anticiper les pics et les creux. Si ton activité est cyclique, par exemple bilan comptable, saison touristique, période de solde, etc., tu peux préparer en amont un plan de charge haute, charge basse et adapter ton personnel en fonction. En 3, tu peux standardiser pour déléguer plus vite. Il faut documenter tes procédures
Et quand tout est clair et écrit, tu peux intégrer un nouveau collaborateur en quelques jours au lieu de plusieurs semaines. En 4, tu peux créer ton vivier interne en gardant tout simplement le contact avec des anciens employés qui étaient performants, avec lesquels tu as aimé travailler. Du coup, si tu as besoin de recruter instantanément quelqu'un, quand il y a un besoin inattendu, par exemple, bah, tu as une base de talents qui sont connus, une base d'employés connus, des contacts à appeler qui peuvent peut-être venir te dépanner sous des contrats du coup qui sont flexibles. Et en 5, je dirais qu'il faut savoir être flexible mentalement. En tant que chef d'entreprise, il faut être capable de savoir réorganiser un service ou de tester un nouveau modèle si le contexte change. L'idée, c'est de garder ses équipes actives sans perdre d'argent. Et pour ça, il faut être capable de s'adapter très rapidement. Finalement, la flexibilité dans la gestion d'une équipe, on peut dire que c'est prévoir les imprévus, organiser le chaos, parce que oui, il va y en avoir, et ça te permettra d'atteindre ton objectif, même quand la route change. Comment tu peux l'appliquer dès maintenant dans ton entreprise? Identifie les postes critiques qui nécessitent de la réactivité. Détermine ce que tu peux externaliser ou partager. Mets en place des process simples pour intégrer rapidement un nouveau collaborateur. Constitue un vivier de talents récurrents. Et surtout, forme tes managers à raisonner en agilité et pas en contrôle permanent. Ce levier, la flexibilité, c'est ce qui m'a sauvé plusieurs fois. Quand tout change, la météo, l'économie, le personnel, les imprévus, la seule constante, c'est la capacité à t'ajuster. Et si tu arrives à faire ça, eh ben, tu as tout gagné. Si je devais résumer les 5 leviers d'un recrutement efficace et que tu peux appliquer dans ton entreprise, en 1, automatise ton tri, utilise un ATS, ça te permet de gagner du temps, de te concentrer sur la qualité plutôt que la quantité et de professionnaliser ton process de recrutement. En 2, crée un parcours clair et rapide. Ça te permet de renforcer ta marque employeur, de donner envie au bon profil de te rejoindre et de rendre l'expérience candidat fluide et positive. En 3, vends une expérience et pas qu'un job. Ça te permet d'attirer des collaborateurs motivés par le projet et la culture de ton entreprise. En 4, forme et fidélise. Ça te permet de construire une équipe stable, compétente et engagée, tout en réduisant les coûts et la charge mentale liée au recrutement. Et en 5, sois flexible. Ça te permet de t'adapter rapidement aux imprévus, aux pics d'activité et aux changements du marché et de rester agile et compétitif dans la durée. On attaque la deuxième partie de cet épisode avec un point rapide sur mes différentes activités. On va commencer par le parc. Alors là, bah, à l'heure où j'enregistre, on est fin octobre. On arrive sur la fin de saison 2025 et c'est toujours une période un peu spéciale puisque bah, c'est la période où on ferme. Comme tous les ans, on ferme le dernier dimanche d'octobre, pile au changement d'heure, puisque les journées se raccourcissent, la pluie arrive, le froid, et cetera. Les visiteurs se font de plus en plus rares et c'est vrai que c'est pas hyper fun de faire des activités à l'extérieur par ce temps, surtout dans l'est. Et puis, bon, bah, forcément, c'est plus rentable d'ouvrir à cette période. Cette année, on a décidé de finir sur une note assez originale. On a décidé de réaliser une session accrobranche nocturne spéciale Halloween pour les clients. C'était une idée de l'équipe et ils ont mis la main à la pâte avec, les déguisements, la musique, les lampes frontales, les effets de lumière dans les arbres. On a acheté des squelettes, des mains, du faux sang, enfin la totale quoi. L'équipe a bien participé avec plaisir à la com sur la partie réalisation des vidéos, pour les réseaux. L'idée, c'était de vraiment créer une expérience immersive, pour les clients, sachant qu'il fallait faire un point d'attention tout particulier, bah, sur la sécurité, puisque 2 jours, c'est déjà assez contraignant, mais de nuit, bah, il y avait plusieurs points importants, à traiter. Au-delà de proposer une activité un petit peu innovante, pour la fin de saison et pour marquer le coup pour les clients, ce type d'événement, c'est aussi un moyen de motiver l'équipe jusqu'au bout, d'avoir un temps fort, sur la fin de saison et c'est aussi là qu'on voit l'importance d'un bon recrutement, puisque les bonnes personnes à la bonne place, bah, elles vont s'investir à fond, même la dernière semaine
alors que le rythme, est, vraiment moins soutenu et il pourrait y avoir du laisser-aller. En parallèle de ça, sur le mois d'octobre, c'est le moment où je gère la partie administrative, où je mets un peu plus l'accent dessus, puisqu'on clôture l'exercice fiscal au 31 octobre. On a fait en sorte que ça corresponde dès le départ à la fin de saison et donc c'est le moment où on fait les relances, des impayés clients, que ce soit les écoles, les associations, les entreprises. Il y en a toujours quelques-unes, qui tardent à payer ou qui nous ont oubliés et c'est la période où on commence à préparer toutes les stats, tous les indicateurs qu'on va pouvoir donner aussi aux comptables pour préparer le bilan, puisqu'en général, on essaye de sortir le bilan vers le 15 décembre. Je sais qu'en un mois et demi, ça peut être plié, sachant que 80 des entreprises, voire même peut-être plus, clôturent au 31/12. Voilà, comme nous, c'est avant, l'expert comptable, il a plus de disponibilité, il est moins sous l'eau et on peut avancer rapidement là-dessus. Donc après la fermeture aux clients, eh bien, on a une partie de mise en hivernage du parc où le reste de l'équipe, donc il reste plus grand monde, il reste, 3-4 personnes, vont participer au démontage de certaines structures, laisser, respirer les arbres, faire un peu de maintenance, préparer un nouveau parcours accrobranche, pour la saison suivante. Voilà, donc devrait prendre environ 2 à 3 semaines et ensuite, ce sera définitivement fermé pour l'hiver. C'est toujours une période qui est un peu difficile pour moi en termes d'organisation et de ressenti parce que je passe d'une période où je suis, sur place, sur le terrain, quasiment 6 sur 7 à voir, des milliers de gens tous les jours, à une phase où je suis chez moi tous les jours et je vois quasiment plus personne. Donc c'est toujours un petit peu dur à gérer cette phase de transition, mais on s'y fait. Cette année, j'ai plutôt bien calculé mon coût puisque c'est dans cette phase un petit peu off, pour le parc que mes autres projets s'accélèrent et donc on va passer, sur ces sujets-là. À commencer par, le projet fitness avec, l'ouverture de mon club, l'Orange Bleu. Donc je suis super content parce que le local est, trouvé, validé. Donc c'est 400 carrés de cellules commerciales, flambant neufs, super bien placées avec une bonne visibilité, une grande salle de cours collectif de 110 carrés. Comment j'ai fait pour trouver ce local? Eh bien, tout simplement, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est, le siège de l'Orange Bleu, puisque quand on signe pour ouvrir un club, on a un chargé d'implantation, qui nous est dédié et cette personne et son équipe font jouer leur réseau et leurs relations pour trouver des cellules commerciales qui peuvent correspondre au cahier des charges, demandé pour ouvrir un club de fitness. On m'avait proposé 3 locaux dans mon périmètre et cette personne est venue du siège, donc qui se trouve à Rennes, jusque dans l'est, pour passer, 1 journée et demie avec moi et analyser les différents secteurs, rencontrer les agents immobiliers, rencontrer les bailleurs et discuter, de toutes les conditions et de faire des analyses, approfondies, des différents secteurs et une fois que les locaux ont été validés, c'est tout simplement moi, qui me suis positionné sur le local qui me convenait le mieux par rapport, à mes conditions personnelles. Ce qui est très pratique aussi, c'est que c'est l'Orange Bleu qui négocie le loyer, qui négocie, les franchises de loyer et toutes les conditions du bail et ça, franchement, c'est vraiment top et ensuite, j'ai un maîtreur de l'Orange Bleu qui est venu sur place, et avec, le cabinet d'architectes dédié, ils m'ont fait un plan d'aménagement avec la salle de cours, l'emplacement des machines, et cetera et tout ça, ça a donné lieu à un bordereau de travaux avec, un montant de travaux, voilà donc pas de surprise à ce niveau-là. Moi, j'ai rien à faire, tout est géré. En parallèle, mon business plan et mon prévisionnel ont été envoyés au pôle franchise et donc les banques référencées, de l'Orange Bleu vont m'appeler pour prendre rendez-vous pour que je puisse, présenter mon projet. Ouais, j'ai déjà quelques rendez-vous bancaires prévus. Donc je suis super content, l'accompagnement est vraiment top et j'ai hâte de la suite. Et pour terminer, côté immobilier, donc dans la maison qu'on est en train de rénover, on est dans les marteaux-piqueurs, les burineurs, c'est la poussière. On a fait appel aux copains pour nous aider, puisque au sous-sol, on doit, isoler, sol et plafond, pour que ce soit viable et pour ce faire, on doit décaisser
40 à 45 centimètres de terre, donc on a dû casser la petite dalle qui avait été créée à l'époque. On a sorti 10 tonnes de gravats avec les copains, donc merci encore à eux. C'était vraiment, des journées, transpi, surtout qu'on doit faire ça, au saut puisque on n'a pas d'accès, pour faire entrer les machines tout simplement. Il y a des escaliers, il y a 2 portes à passer, donc c'est à la force des bras et là, du coup, j'ai commencé à creuser des trous, pour sonder les fondations de la maison, sur les murs extérieurs et intérieurs. L'idée, c'est de voir, jusqu'à où je peux creuser et jusqu'à où vont les fondations, puisqu'on va devoir décaisser, 40 centimètres de terre, sur 70 mètres carrés. Donc j'ai demandé à un ingénieur structure, bien sûr, avant de me lancer là-dedans, pour voir, ce que je pouvais faire ou pas, pour éviter que la maison s'écroule. En parallèle, on est en train de chercher les financements pour les travaux de la maison et là, c'est pas simple non plus. On a vu plusieurs banques. Pour l'instant, on n'a pas de retour positif ni négatif, donc c'est plutôt bon signe parce qu'en général, les retours négatifs viennent assez rapidement et quand ça met un peu de temps, c'est que c'est pas forcément non. Mais je sais que ça va pas être, hyper simple, d'une part parce qu'on va être, vraiment short, sur notre taux d'endettement et 2e, sujet aussi important, c'est que, le montant demandé des travaux est 3 fois supérieur au montant, du bien lui-même. Donc ça, je sais que les banques aiment pas du tout en général ou en tout cas, c'est plus compliqué mais effectivement, vu l'état de la maison et on a acheté vraiment pas cher. Mais du coup, il y a plein de travaux à effectuer. Mais ce qui est bien, c'est qu'on sera heureusement, toujours en dessous du prix du marché une fois que tout sera fait et c'est bien l'objectif, des investissements immobiliers. Côté locatif tout est loué, mais par contre, sur, notre logement saisonnier à la montagne, je vous avoue que c'est un peu compliqué en ce moment. On l'avait acheté l'an dernier, alors on avait loué, quasiment tout l'hiver, assez facilement. Là, on l'a mis en conciergerie et pour l'instant, on a loué que 3 semaines sur la saison de ski. Donc pour l'instant, c'est un peu tendu. J'espère que les gens vont se réveiller. L'an dernier, je sais que les appartements étaient déjà complets, dès le mois d'octobre, et novembre et là, c'est vraiment très, très calme, même pour les vacances scolaires, tout n'est pas parti pour le moment. Donc je pense que le contexte, actuel fait que les gens sont un peu plus prudents. Mais j'ai bon espoir. Je me dis que en station, normalement, ça devrait assez facilement se louer. On va travailler pour, en tout cas, faire en sorte que, l'appartement soit loué, toute la saison comme l'an dernier. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode et comme promis, je vais te révéler ce fameux challenge de recrutement dont je t'ai parlé au tout début. Alors c'est un recrutement bien particulier, puisque c'est la première fois que j'ai à le faire. Il s'agit tout simplement du poste, de directeur, responsable d'exploitation, donc mon bras droit, qui était, en CDI jusque-là et qui vient de quitter l'entreprise. Voilà, je m'attendais pas du tout à son départ puisqu'on non seulement on s'entend super bien, mais en plus, c'est un vrai pilier et un élément clé du parc. Mais voilà, durant l'été, il m'a annoncé qu'il n'en pouvait plus de ce rythme de saisonnier. Voilà, faut quand même savoir que ça fait 8 ans qu'il est en place, 8 ans avec un rythme où on travaille quasiment tous les week-ends, avec un rythme assez soutenu, finalement, 8 mois dans l'année et même s'il y a 4 mois qui sont un peu plus light c'est un rythme quand même assez particulier et puis, je comprends que à un certain âge, finalement, ça ne puisse, plus correspondre avec, le rythme de vie, personnel. Après, c'est une personne, que j'ai fait évoluer, que j'ai formée, et qui va aussi, se mettre à son compte, dans le domaine, des travaux en hauteur. Donc qui pourra aussi potentiellement intervenir au parc, par la suite, en prestation de service. Donc on a négocié pendant
plusieurs mois, mais on s'est mis d'accord finalement sur son départ et donc ça va être, la première rupture conventionnelle que je vais faire, à un de mes employés et donc le challenge, cet hiver, ça va être de trouver quelqu'un, pour le remplacer dès le mois de mars et surtout trouver quelqu'un qui soit déjà expérimenté, parce que je peux pas me permettre d'avoir sur ce poste, quelqu'un qui soit novice. J'ai besoin de quelqu'un qui sache manager des équipes, qui puisse être leader et autonome, qui maîtrise la maintenance et la construction d'un parc accrobranche, qui ait l'esprit d'équipe pour prendre les rênes, du terrain, voilà et donc je sais qu'il pourra en plus, pas être formé par son prédécesseur puisque, là, il va partir à la fin du mois de novembre. Donc il faut que je recrute, quelqu'un qui a déjà travaillé en parc, et étant donné, qu'il y a que, 2 parcs, d'accrobranche, dans mon département, je sais que ça va être difficile. Il va sûrement falloir que j'aille chercher quelqu'un, ailleurs en France et que je puisse, le faire venir, ici. Donc voilà, ce recrutement-là, c'est clairement le plus gros défi RH que j'ai eu depuis la création du parc. Mais voilà, ça fait aussi partie, de la réalité d'une entreprise. Il y a toujours des challenges, des imprévus, des départs. C'est jamais agréable, de perdre un pilier, mais je préfère me dire que c'est aussi une opportunité. Ça peut être, l'occasion de faire rentrer quelqu'un, qui apporte une nouvelle énergie, qui apporte, une nouvelle vision, qui a l'expérience, peut-être d'ailleurs et qui peut aussi apporter un regard nouveau. Voilà, dans la vie d'un entrepreneur, il y a toujours des problèmes et le plus important, c'est pas de les éviter, c'est de rester optimiste et de chercher des solutions. Donc, on va faire comme toujours, retrousser les manches, recruter et avancer. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la suite. Dans le prochain épisode, on parlera d'un autre sujet tout aussi passionnant autour, des ressources humaines qui est la gestion RH pendant la saison. Parce que recruter, c'est une chose, mais gérer 35 personnes en plein été, crois-moi, c'est une autre histoire. Allez, à bientôt!